Ok, eh bien écoutez, je vais vous proposer de démarrer. Donc, le titre qu'on a choisi pour le 45 minutes d'aujourd'hui, c'est Et si on refaisait un tour du guide EasyRex? Donc, c'est le premier 45 minutes sur ce thème qu'on vous a prévu sur deux. Et aujourd'hui, on va particulièrement cibler les étapes connaître et comprendre. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes deux derrière la caméra. Donc, moi, Lucille Trutt, qui suis chargée de mission à Calirel Santé, en particulier dans la mission EIGS. Et je suis accompagnée d'Hélène. Donc, Hélène avait chargée de mission également avec Lucille dans la mission EIGS de Calirel Santé. Voilà. Donc, le programme pour ce 45 minutes, c'est alors rapidement refaire un petit rappel de ce que c'est que le guide EasyRex, si jamais il y en a qui participent et qui ne le connaissent pas, mais vous verrez, on va aller assez rapidement parce qu'il y a déjà eu des présentations qui ont existé. Et comme je vous disais, on va voir comment pouvoir remobiliser ce guide aujourd'hui avec les deux premières étapes du retour d'expérience, à savoir connaître, et on fera notamment un point sur tous les fondamentaux pour mettre en place ce retour d'expérience, et l'étape comprendre. On prévoira à la fin du 45 minutes un temps de questions-réponses pour voilà, vous permettre un temps d'échange pour éclairer certains points qui n'auraient pas été clairs pendant la présentation ou si vous avez des compléments à ajouter. Donc, le guide EasyRex, donc c'est un guide qui vous propose des points de repère pour structurer et animer la démarche de retour d'expérience auprès des équipes de soins. Donc, il est complémentaire au guide HAS4AP sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Et c'est vraiment voilà, vous aider à vous organiser pour mettre en œuvre cette analyse des EIAS. Pardon. Donc, comme je vous le disais, il y a déjà eu des présentations. Donc, vous avez la présentation qui a été faite en février 2022 au moment de la refonte de ce guide, parce qu'on en est à la version 2. Et en 2023, on a publié deux fiches complémentaires, à savoir la fiche 3 bis qui concerne, on va voir quelle méthode pour quel type d'événement. On vous a mis le replay sur cette conférence. Et une autre nouvelle fiche qui est la 13 bis sur comment faire un plan d'action sécurisé. Pareil, c'était un 45 minutes en fin d'année 2023. On vous a mis le replay pour que vous puissiez y retourner. Voilà, donc l'objectif de ce 45 minutes aujourd'hui, c'est pas du tout de vous réexpliquer ce que c'est que ce guide, mais c'est vraiment comment le remobiliser dans votre contexte actuel. Que ce soit relancer une dynamique qui s'est un petit peu essoufflée, est-ce que c'est mettre en place un nouveau comité qui n'existait pas, une nouvelle activité, quelque chose qui manquait, voilà. C'est vraiment, cet outil n'est pas nouveau, mais il est quand même toujours à utiliser aujourd'hui. Et c'est aussi vous accompagner pour savoir là où il faudra concentrer votre énergie et votre temps, dans l'idée de, voilà, si on peut ou si on doit consacrer un petit peu de temps à ce thème-là, qu'est-ce qu'on va viser en priorité? Parce que l'idée, c'est bien évidemment pas qu'on vous propose de relire le guide en entier sans avoir d'objectif concret derrière. Pour rappel, la structure de ce guide, donc il y a déjà toute une partie sur le contexte et les points clés, les fondamentaux du retour d'expérience. Et ensuite, un petit peu plus connu, mais on verra qu'en fait, il n'y a pas que ça quand même dans le guide, justement, toutes les fiches repères qui permettent des focus thématiques sur ce qu'on avait imaginé nécessaire comme outil pour vous accompagner dans ça. Attention, quand vous allez sur le site internet, du coup, si vous téléchargez le guide en entier, vous n'aurez que la version entre guillemets 2022. Les fiches complémentaires qui ont été publiées en 2023 sont à télécharger séparément. Mais c'est assez bien repéré sur le site internet, vous ne devriez pas les rater.
Donc, comme ce que je viens de dire, voilà, ce qu'on aimerait mettre en avant aujourd'hui, c'est la partie 2 sur les points clés. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à aller directement sur les fiches qui sont des thèmes très, très pratico-pratiques. Mais de ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que ce qui manque parfois, c'est ben, les fondements, le pourquoi on fait tout ça et quel est le sens de la démarche dans sa globalité. Donc, si vous avez 15 minutes pour vous reposer et essayer de remettre du sens dans tout ça, pardon, c'est vraiment ben, relire les points clés sur les principes fondamentaux du retour d'expérience et sur le signalement en interne des événements indésirables associés aux soins. Donc les autres points clés sont bien évidemment intéressants, mais voilà, on a vraiment envie ce soir de vous dire de voilà, penser à repartir des bases et c'est ce qui vous aidera à comprendre peut-être ce qui pêche aujourd'hui. Donc, tu veux peut-être reprendre. Oui. Bon, alors, le retour d'expérience. Donc, on est vraiment sur une démarche d'apprentissage des expériences de travail qui sont vécues et des choix décisionnels, organisationnels et humains qui s'y rapportent. Donc, quelle que soit la structuration que vous avez donnée à cette démarche, elle va toujours suivre 4 étapes. La première étape, c'est donc connaître, c'est-à-dire on connaît ce qu'il se passe dans notre structure. Donc les événements sont identifiés, on a un système pour les collecter, pour les tracer et pour pouvoir sélectionner ceux qu'on va analyser. La deuxième étape, c'est comprendre. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment cette étape de l'analyse des événements indésirables pour comprendre comment se sont passées les choses pour amener à sa survenue à l'aide de ce qu'on appelle, et on reviendra sur les analyses de causes profondes et les analyses systémiques. Une fois qu'on a compris ce qui s'était passé, on peut passer à l'étape agir, donc élaborer un plan d'action en fonction de ce qui a été retrouvé dans l'étape comprendre. Et pour finir, comme là on parle vraiment du retour d'expérience, eh ben, c'est le partage, la communication sur à la fois ce qu'on a compris et ce qu'on a mis en place auprès des autres professionnels et au sein de l'organisation. Donc, vous aurez bien fait le lien. Pour ce soir, on voit les étapes connaître et comprendre. Et pour les étapes agir et partager, ce sera un second 45 minutes qui est prévu pour le moment au 14 mai. Voilà. Donc, je vais passer la main à Hélène pour la première étape. Donc, en effet, la première étape dans votre système de retour d'expérience, c'est connaître, c'est-à-dire en fait, connaître les événements indésirables qui sont survenus dans votre structure. Donc, en fait, ça veut dire identifier les événements indésirables, ça veut dire avoir un système de recueil, en fait. Donc, techniquement, un système de recueil des événements qui sont survenus et un système dans lequel on a réfléchi les événements qu'on allait sélectionner pour les analyser, parce que bien sûr, on ne va pas pouvoir tout analyser. Donc, sur des critères de gravité, de fréquence, de potentiel pédagogique ou de caractère vraiment complètement inattendu par rapport au contexte local de notre établissement. Et ça suppose aussi d'avoir réfléchi à éventuellement ce qu'on allait signaler en externe à l'établissement au niveau des tutelles. Donc ça, c'est sur l'aspect technique du système de signalement. Mais avoir la connaissance de ce qui se passe dans l'établissement, ça repose aussi sur, culturellement, en fait, laisser la possibilité aux professionnels de déclarer, c'est-à-dire pouvoir promouvoir un climat, on va dire, de sécurité psychologique qui permet de déclarer les événements. Donc cette culture qu'on appelle juste, le climat de culture juste qui permet au personnel, aux professionnels de déclarer, ça suppose d'avoir donc non seulement ce système des recueils, mais également d'avoir un dispositif d'annonce du dommage associé aux soins
pour, voilà, structurellement, dans votre établissement, votre organisation, pouvoir instaurer des espaces de dialogue avec les patients ou leurs aidants une fois que l'événement indésirable est survenu, pour notamment restaurer, la confiance et pouvoir, poursuivre la prise en charge dans de bonnes conditions. Instaurer un climat de culture juste, ça veut dire également mettre à disposition des professionnels un dispositif de soutien, puisque les professionnels vont émotionnellement être, hem, impliqués, heu, quand, survient, un événement. Donc ces dispositifs de soutien, ils sont à mettre en place en collaboration avec les systèmes de santé au travail et ça repose notamment sur le fait de, voilà, promouvoir des attitudes et réactions adaptées des collègues quand un professionnel est impliqué et également de pouvoir faire appel à des structures externes d'accompagnement des professionnels de santé. Donc en fait, tous ces grands principes du connaître, ils sont, voilà, détaillés de façon un peu plus opérationnelle dans 6 fiches repères que vous avez à disposition, dans le guide EasyRex et notamment, 2 fiches, une sur l'annonce d'un dommage associé aux soins et l'autre sur l'accompagnement des professionnels de santé impliqués dans un événement indésirable associé aux soins. Donc c'est vraiment 2 aspects, donc s'il parlait en termes de temps, si vous n'avez pas beaucoup de temps, donc 2 aspects peut-être sur lesquels se pencher, qu'on n'a pas forcément, bien développés dans nos structures. Bon, les systèmes de signalement existent, mais voilà, d'un point de vue technique. Mais après, il y a toutes, les valeurs partagées autour de systèmes de signalement qui sont très importantes en fait à promouvoir. Donc c'est vrai que du coup, connaître, ça veut dire, pour pouvoir inscrire ces dispositifs, hein, de retour d'expérience vraiment de façon pérenne, hein, dans vos établissements, dans nos structures, il faut vraiment des fondations solides autour de 4 axes et donc ça nous paraissait important de nous rappeler, le modèle de Shortell qui définit bien ces 4 axes. Donc on va pouvoir promouvoir un signalement et lutter contre un silence organisationnel, en fait, hein, promouvoir la déclaration avec si on a vraiment 4 piliers fondamentaux. Donc le premier stratégique, c'est d'avoir une politique de retour d'expérience qui va être claire et lisible pour tous. Le deuxième pilier, c'est bien sûr la structure, c'est-à-dire dans l'établissement, avoir des espaces, hem, de concertation, de dialogue où on peut en fait, mettre en place ce retour d'expérience. C'est aussi un axe technique, donc c'est mettre à disposition des professionnels des méthodes et des outils qui vont leur permettre de, faire le retour d'expérience, mais également de former et d'accompagner ces professionnels à l'appropriation de ces outils. Et puis l'axe culturel dont on a parlé tout à l'heure, donc en fait ça nécessite d'avoir dans l'établissement un partage des valeurs, donc cette valeur de culture juste et puis également d'implication des patients et de transparence en fait sur ce qui peut se passer au niveau des patients, et des professionnels. Et donc, ça se traduit finalement dans les organisations par une politique et une implication du top management. Donc avec un engagement et un soutien, on va dire clair et indéfectible du top management pour le déploiement en fait de tous ces décisions et pour la mise en œuvre opérationnelle du retour d'expérience. Donc on vous a repositionné ici sur la diapositive ce schéma qui nous paraît très important pour que vraiment ça fonctionne dans vos établissements, dans vos structures. Il faut vraiment une politique qui soit claire et une implication du top management. Et derrière, on a ce niveau décisionnel, c'est-à-dire un mandat réel du top management pour le management de proximité afin qu'il puisse valider et mettre en cohérence toutes les actions qui vont être menées par les professionnels de terrain. Et puis, le retour d'expérience au niveau opérationnel, c'est la mise en œuvre des analyses au plus près des secteurs où les événements vont survenir, donc dans le cadre de réunions d'analyse approfondie des causes ou au niveau de réunions de morbidité, mortalité. Mais on a vraiment besoin de ces principes, de ces piliers fondamentaux pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que parfois, c'est pas mal de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est de notre démarche et de se re-questionner périodiquement sur ces fondamentaux du retour d'expérience dans nos structures. Donc, on voulait attirer votre attention sur cette fiche
qui est dans le guide, qui est la fiche repère 17 et qui permet en fait de vous questionner sur la maturité de votre comité de retour d'expérience. Donc, on a dit structure décisionnelle parce qu'il y a un niveau de décision dans les comités de retour d'expérience, décision sur les actions qu'on va mettre en place suite aux analyses qui ont été réalisées. En fait, c'est important de se questionner sur la façon dont on fonctionne. Voilà, les systèmes de signalement, le retour d'expérience dans nos établissements, c'est pas nouveau. Mais voilà, il y a eu la crise Covid, il y a pas mal de turnover, des nouveaux acteurs qui arrivent et souvent, le système est en place, mais ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, c'est vrai que cette fiche 17 dans le guide d'EasyRex, ça permet vraiment de se questionner sur où est-ce qu'on en est et notamment dans notre structure décisionnelle de comité de retour d'expérience. Donc, c'est une grille Excel qui est à votre disposition, une grille d'auto-évaluation qui considère ces 4 axes stratégiques, structurels, techniques et culturels. Et donc, ça permet de vous questionner sur, voilà, j'ai un comité de retour d'expérience, mais est-ce que finalement, c'est bien défini dans mon projet d'établissement, dans ma politique, qu'on met en place du retour d'expérience de façon juste et transparente dans ton établissement? Est-ce que c'est bien articulé dans toutes les démarches qualité? Est-ce qu'on a bien des objectifs dessus? Voilà, est-ce que c'est bien porté au niveau du top management? Est-ce que c'est bien suivi? Et est-ce qu'on a bien un règlement intérieur qui est reconnu, validé par tous? Voilà, donc en fait, vous pouvez questionner, votre fonctionnement selon ces différents critères de la même façon, est-ce que j'ai bien, voilà, comment je fais mes analyses? Hem Au niveau technique, on interroge dans ce diagnostic de maturité, la façon dont on réalise l'analyse de cause et du coup, je vais passer rapidement, mais Lucie vous présentera vraiment, les étapes qui sont très importantes et puis on questionne également, la maturité culturelle, c'est-à-dire que voilà, la culture juste, c'est quand même, on a envie dans la structure qu'il y ait une culture juste, on sensibilise les professionnels pour ça, on sensibilise les managers pour ça et puis, on communique aussi également auprès des patients. Enfin voilà, il y a bien le dispositif d'annonce du dommage et d'accompagnement des professionnels. Donc c'est important et on voulait attirer votre attention sur cette fiche, de peut-être se re-questionner sur comment ça fonctionne vraiment en prenant, en compte l'ensemble de ces critères. Je veux bien passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, je ne touche plus à rien. Donc la culture juste, ça nous paraît très important et on vous rappelle qu'il y a eu un webinaire en juin 2023 sur le sujet, présenté par Anthony Steins et qui est très, très intéressant si vous voulez vous replonger dedans ou le revisionner aussi, dans vos organisations, avec votre top management, par exemple, ça peut être intéressant. Dans le guide, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de reparcourir également les points fondamentaux d'un comité de retour d'expérience et les points fondamentaux, c'est la slide d'après, d'une réunion de morbidité-mortalité. En fait, c'est deux structures qui doivent s'articuler dans les organisations, qui ne sont quand même pas au même niveau, avec un niveau plus décisionnel du comité de retour d'expérience, où en fait on va rapporter des analyses réalisées au niveau des services, et puis valider les actions, et voilà, s'assurer de la communication, du partage d'informations autour de ce retour d'expérience. Et puis on a une analyse qui est plutôt organisationnelle et qui s'articule du coup avec les RMM. Et donc, on a également une fiche descriptive assez détaillée de ce que c'est une RMM dans le guide d'EasyRex et qui la replace bien comme étage opérationnel avec plutôt une analyse des événements sous un angle clinique et d'amélioration des pratiques professionnelles. Voilà, donc après, on a dans les structures un peu des intermédiaires entre CREX et RMM, mais c'est les deux descriptions précises des structures qui existent en matière de retour d'expérience. Du coup, on passe à la suite. Tu avais Voilà. des choses à Non, ajouter? je touche plus, Voilà. oui, tu peux continuer. On a vu qu'il y avait des questions sur le chat, on répondra tout à la fin. Je vous propose de finir de dérouler. Donc voilà, maintenant que vous avez pu faire le tour des prérequis et de toute la base structurelle dont vous avez besoin pour faire ce retour d'expérience, on peut passer à la deuxième étape qui est celle de comprendre. Donc comprendre, c'est vraiment, on va dire, décortiquer les événements indésirables associés aux soins
pour identifier ce qu'on appelle des causes systémiques ou des causes profondes, pour en tirer des enseignements à partir de cet événement qui a été vécu. Donc, pour pouvoir bien comprendre, il faut que ce soit structuré à la fois sur le fond, donc c'est-à-dire avoir une méthode d'analyse qui soit adaptée et validée pour cette utilisation, mais aussi dans la forme, sur l'organisation et la façon dont vous déroulez votre réunion. Donc, pour la méthode, je pense que vous la connaissez déjà pas mal. On est sur la méthode alarme. Voilà, donc c'est pas la seule, mais c'est celle qui est recommandée pour notamment les événements indésirables graves associés aux soins. C'est une méthode qui se fait en 5-6 étapes. Donc, tout d'abord, on va reconstituer la chronologie des faits. Sur cette chronologie, on identifie une ou éventuellement plusieurs causes immédiates, à partir de laquelle on va identifier des causes profondes. À partir de ces causes profondes, on va pouvoir définir un plan d'action pour corriger ce qui a dysfonctionné au niveau systémique. Et ensuite, on va mettre en œuvre ce plan d'action, on va réévaluer. Et la 6e étape, qui est un petit peu autour, qui n'est pas formalisée ici comme une étape, mais c'est vraiment, comme on a vu, la communication. Donc ici, dans comprendre, on est surtout dans reconstitution chronologique des faits, identification des causes immédiates et identification des causes profondes. Donc pour la méthode alarme, on ne va pas forcément tout redétailler ce soir parce que voilà, c'est pas le sujet, on n'aurait pas le temps de tout redétailler, mais pour cette méthode, vous avez bien évidemment le guide HAS FORAP qui détaille la méthode. Dans le guide EasyRex, vous avez également dans les points clés à la fois la méthode alarme et une illustration pas à pas. Et si jamais vous avez besoin d'autres illustrations qui sont peut-être plus proches de votre quotidien, on rappelle qu'il y a toute une base de fiches de retour d'expérience sur le site de Calirel auquel vous pouvez aller vous référer pour identifier des événements qui seraient semblables ou qui seraient dans des structures semblables à la vôtre et voir comment est-ce que cette méthode a été déroulée. Là où on voulait attirer votre attention aujourd'hui, c'est vraiment sur la façon dont on va démarrer la méthode alarme. Parce que c'est surtout sur ça qu'en général, on voit qu'il y a peut-être des petits défauts. C'est à la fois donc, sur la constitution de la chronologie des faits. Ce qui est important, c'est qu'elle soit précise et factuelle. Donc pour ça, il faut qu'elle soit réalisée rapidement après l'événement, parce que voilà, il faut quand même que les souvenirs des professionnels soient encore assez clairs. Il faut qu'elle soit basée sur le récit des professionnels concernés, pas uniquement sur des recueils sur les dossiers patients ou des choses comme ça, parce qu'on se rend compte sur des analyses avec une chronologie qui a été faite uniquement sur, par exemple, les transmissions infirmières et les comptes rendus médicaux, il manque quand même pas mal de finesse dans les informations retranscrites. Et il faut aussi que la chronologie des faits, elle soit concentrée sur la succession des éléments qui ont conduit à l'EIS, plutôt que les conséquences après. On ne dit pas que ça ne nous intéresse pas, mais là, l'idée, c'est de comprendre pourquoi ça est survenu. Donc, il faut mieux concentrer son énergie sur le avant. Et deuxième chose qui nous paraît très important à bien travailler et qui est assez souvent là où on voit le plus de difficultés, c'est pour identifier une cause immédiate. Donc pour rappel, une cause immédiate, c'est bien un écart de soins, donc c'est-à-dire une action des professionnels, pas du patient. Et c'est un écart qui va être nécessaire à la survenue de l'événement indésirable associé aux soins et au plus proche. Une cause immédiate, c'est pas la liste de tous les écarts de soins qu'on a pu repérer dans une prise en charge. Et ensuite, une cause immédiate, c'est bien l'écart de soins qui entre entraîné l'événement indésirable. Et ce qu'on voit comme erreur, c'est que parfois, elle est confondue avec l'événement indésirable en lui-même. Par exemple, sur une chute, la cause immédiate, c'est pas la chute,
Ça va être, je sais pas, un défaut de sécurisation, du patient, un traitement inopportun qui a augmenté les risques de chute, voilà. Et on ne va pas non plus devoir la confondre avec une cause profonde, par exemple une interruption de tâche. Pourquoi est-ce qu'on veut vraiment attirer votre, attention sur l'identification de la cause immédiate? Parce que l'analyse des causes profondes est basée sur cette cause immédiate et si vous l'avez mal identifiée, votre analyse des causes profondes ne va pas être assez pertinente. Si jamais vous confondez avec l'événement indésirable, et ben, du coup, vos causes profondes vont juste on va revenir à la liste des écarts de soins pendant la prise en charge du patient concerné et du coup, on va pas être sur des causes systémiques, on va simplement être sur des erreurs humaines et c'est pas sur ça qu'on a envie de travailler dans ce contexte-là. Et à l'inverse, si vous avez choisi une cause profonde à la place de la cause immédiate, eh ben, vous n'allez chercher qu'une partie des éléments en cause et non pas tout le contexte qui a été en jeu à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment une étape qui est assez courte, mais qui est vraiment cruciale sur la suite. Donc voilà, on voulait vraiment aussi appuyer ça avec vous aujourd'hui. Et donc on passe, comme je vous avais dit aussi, à la forme. Donc une réunion bien menée, c'est une réunion qui est dans un contexte favorable, donc à distance de l'événement, mais pas trop, pour que voilà, il y ait moins d'émotions, mais encore des souvenirs. Il faut que le dommage ait été annoncé, il faut que les professionnels qui en avaient besoin aient été accompagnés, et cetera. Votre réunion, si vous voulez, la faire sereinement, il faut bien l'organiser. Et il faut que l'animation soit structurée, donc vraiment en suivant les méthodes qui sont proposées, donc alarme ou une autre si vous utilisez d'autres méthodes, et idéalement en binôme. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir une personne qui anime la réunion en posant des questions, en faisant évoluer le groupe au fur et à mesure des étapes de la méthode, et une autre qui va prendre des notes et qui va permettre de prendre un petit peu du recul à certains moments ou d'assister la personne qui anime en rappelant certains thèmes qui devaient être abordés. Enfin voilà, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus riche si vous animez en binôme. On vous a mis ici les fiches repères qui se rapportaient à ça, voilà, avec des petites checklists sur les choses à avoir préparées pour sa réunion pour pas se retrouver le jour J en ayant, je sais pas de salle réservée ou on a oublié d'inviter les infirmières en accueil médecin, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà et petit clin d'œil quand même parce qu'elle est importante à la fiche 3 bis. On va pas la présenter en détail maintenant, mais pensez bien à si vous voulez utiliser, la méthode alarme pour analyser un événement, vérifiez bien que ce soit adapté. Si vous n'êtes pas sûr, référez-vous à cette fiche 3 bis qui vous aide avec un petit logigramme comme ça, à vérifier quelle est bien la méthode d'analyse à mettre en œuvre, en fonction du type d'événement. Si ce n'est pas un événement indésirable associé aux soins, et que vous voyez que vous avez du mal à mettre en œuvre la méthode alarme, c'est peut-être simplement que c'est pas la bonne méthode. Voilà, donc sur ça, pour creuser un peu plus, je vous rappelle qu'il y a un replay. Je vous laisse aller voir si vous avez envie de creuser sur cette fiche-là. Voilà, donc en conclusion pour ces deux premières parties, ce qui est vraiment important pour que votre démarche démarre bien, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir voilà, la coordination qui est faite par un professionnel qui est formé à l'analyse approfondie des causes. Il faut que les rôles soient bien répartis. On l'a vu plus tôt avec Hélène, il faut qu'on ait à la fois une solidité au niveau de l'encadrement et de la culture juste. Il faut que pour retracer votre chronologie, vous croisiez les sources de données, que ce soit fait à chaud, mais par contre l'analyse se fait plutôt à distance, à froid. Un climat d'apprentissage et des objectifs clairs. Et vraiment, c'est l'occasion. Alors, on se penche beaucoup sur les causes profondes, mais c'est aussi un moment qui va vous permettre de valoriser les bonnes pratiques. Donc, c'est aussi voilà, des choses qui sont bien et qu'on va mettre en avant. À l'inverse, les situations pièges, c'est d'avoir un unique professionnel en charge de toute la démarche. Le risque derrière, c'est qu'une fois que le professionnel s'en va ou fait autre chose,
tout s'écroule. Donc dans une structure, c'est important que ce soit partagé et en plus, ça permet aussi aux professionnels de terrain de s'approprier cette démarche. Il ne faut pas essayer d'analyser l'ensemble des événements indésirables, parce que, bon, ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le sujet, mais vous imaginez bien qu'on va vite s'essouffler. Il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité. Les ambiances conflictuelles doivent évidemment être réglées avant d'aller parler, parce que voilà, parler d'erreurs humaines, des choses comme ça, si déjà il y a des conflits dans l'équipe, c'est pas la peine. C'est pas la peine non plus d'essayer d'analyser des événements sans inviter les professionnels concernés, parce qu'on voit bien que les analyses sont pas très riches, ça va manquer de finesse et de réalité du terrain. Il faut pas non plus que l'analyse soit réalisée à chaud, parce que là vous allez être dans l'émotion et pas du tout dans l'analyse. Et pour finir, il ne faut pas arrêter sa démarche à cette étape-là. Une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que les événements étaient survenus, il faut mettre en place des actions d'amélioration derrière. Voilà. Donc, pour continuer, pour aller plus loin, on vous rappelle qu'on anime toujours des ateliers sur la méthode en elle-même, la méthode alarme, donc comprendre et mettre en œuvre l'analyse approfondie des causes, et qu'il y a plusieurs sessions qui sont organisées cette année, et un nouvel atelier en fait qu'on anime en 2024, qui est un peu un atelier formation de formateurs ou animation pour les animateurs, pour vous donner les moyens donc aux personnes qui participeront à cet atelier, de resensibiliser, en fait, d'être eux-mêmes en capacité d'animer des ateliers dans leur structure ou de façon croisée dans d'autres structures, pour resensibiliser les professionnels à toute cette démarche de retour d'expérience et à cette culture juste. Et donc là, il y a 2 à venir, 2 sessions. Et on vous propose de vous inscrire en fait en binôme à ces formations, en binôme d'animateurs, et pour pouvoir faire et on vous propose ensuite de pouvoir animer ces ateliers de façon croisée avec d'autres structures dans le département. Voilà. Et puis, donc ça, c'est pour les ateliers. Et également, on vous rappelle qu'on fait des accompagnements individuels d'établissement, méthodologiques sur vos analyses ou vos démarches, soit de relecture, de conseils pour la structuration. Et puis, dans le cadre de la mission EIGS, on peut vous réaliser des appuis sur l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins. Voilà, donc ce qu'on voulait vous rezoomer en fait sur le guide, notamment sur les étapes connaître et comprendre, et on vous donne un prochain rendez-vous donc au mois de mai, le 14 mai à 17h également, pour les 2 étapes suivantes du retour d'expérience, qui sont agir et partager. Et donc, on va prendre maintenant un moment pour répondre à vos questions-réponses. Alors, il y avait déjà, on a déjà vu 3 questions sur le chat. Donc, il y avait une première question sur, voilà, est-ce que pour s'engager dans la démarche, on doit structurer un CREX ou pas? Si je relis exactement la question, en fait, j'ai envie de répondre, et puis Lucille, tu compléteras. Peut-on organiser la démarche sans avoir de CREX, ou est-ce un prérequis selon vous? Selon moi, si vous organisez la démarche, vous organisez un CREX en fait. C'est une façon finalement de structurer votre démarche. Je ne vois pas comment finalement, dans la structuration de la démarche, vous allez avoir les grandes lignes d'un comité de retour d'expérience. Vous devez avoir un signalement, un système de recueil en tout cas, des critères de sélection des cas à analyser, des critères de choix, des professionnels représentants par métier pour au moins valider et communiquer autour de ces analyses, et vous devez faire des réunions d'analyse. Donc pour moi, quelque part, c'est même pas que c'est un prérequis, c'est que organiser une démarche, ça passe, enfin pour moi forcément, par les éléments du comité de retour d'expérience. Mais après, voilà, on peut en rediscuter si ça répond pas exactement. Et pour votre deuxième question, est-ce qu'on peut analyser un EI sans réunir collégialement les professionnels? Je pense qu'on peut commencer une analyse peut-être avec des entretiens individuels dans une structure qui n'est pas très acculturée, où ça peut être compliqué de discuter là d'emblée en réunion d'analyse de tout.
mais ça peut quand même être intéressant, une fois que c'est fini, de la discuter collégialement avec l'équipe impliquée. Parce que, ça participe quand même à la culture de la transparence, à la communication sur les événements et à, un peu briser l'omerta, en fait, sur les événements indésirables et leurs facteurs, et Mmh. les causes qui sous-tendent, en fait, ces événements. Donc, oui, ça peut être compliqué de faire une analyse comme ça, là, d'emblée, collectivement, avec tout le monde quand on démarre une démarche, et on peut faire des entretiens, préparer bien l'analyse avec chacun des professionnels pour favoriser leur expression sur, voilà, ce qu'ils pensent de la chronologie, ce qu'ils identifient comme cause immédiate et leur avis sur les causes profondes. Mais quand même, c'est intéressant de faire au moins une réunion de restitution collective avec, à minima les professionnels impliqués, et le mieux, c'est, l'équipe au sein de laquelle est survenu cet événement, parce que ça peut arriver à tout le monde. Oui, Mais tu peux compléter. oui, c'est ça, j'allais compléter parce que je ne sais pas ce qu'il y avait exactement derrière collégialement. L'idée d'une analyse, c'est vraiment d'impliquer, alors soit effectivement en entretien individuel, soit en commun si c'est possible, de faire ça avec les professionnels qui sont impliqués. Donc, si par exemple on est sur, une erreur de dosage, sur, un médicament au pousse-seringue, et bien, on va inviter l'infirmière qui a fait cette erreur de dosage et peut-être l'infirmière qui était là avec elle et qui a eu des problèmes au niveau de la vérification. Mais par contre, on ne va pas dire que c'est une analyse collégiale dans le sens où on va inviter toutes les infirmières du service. C'est vraiment l'analyse avec les personnes directement impliquées. Et le retour après cette analyse sur les conclusions, ce qui en a été fait, sur vraiment la dernière étape du retour d'expérience, là, on va le faire auprès de tout le service. Et voilà, je ne sais pas exactement dans quel sens était la question, mais voilà, nous, dans l'idéal, c'est on réunit les professionnels impliqués et le retour va se faire auprès de toute l'équipe, voire au-delà. Enfin, voilà, ce qui a concerné un service de votre établissement peut tout à fait concerner un autre service de votre établissement aussi. Et l'idée, c'est quand même de partager tous ensemble ces bonnes idées et les outils qui ont été mis en place dans un service et qui pourraient être intéressants pour d'autres. Si jamais vous avez des questions qui vous reviennent entre-temps, n'hésitez pas à nous renvoyer, un message. Voilà, l'équipe de Calirel est toujours dispo, pour un coup de fil ou un petit mail, pour une petite question ou une plus grosse. Si c'est tout un accompagnement, on est toujours dispo. Et du coup, eh ben, on vous donne rendez-vous, le 14 mai, il me semble, C'est pour ça. la deuxième partie de ces 45 minutes, pour refaire un tour, sur le guide EasyRex. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée, merci de votre participation. Voilà, et à bientôt.